Bonjour. De quoi voulez-vous qu'on parle? Alors, l'idée que je vous propose, c'est que le cerveau nouveau vient d'arriver. Puisqu'on est dans une terre de Beaujolais, vous comprendrez que c'est une nouveauté qui est permise aujourd'hui par les découvertes, par les photographies, par les films de neuroimagerie. Alors, le cerveau nouveau, c'est un cerveau qui est sculpté par le milieu. Ça, c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que l'organisation du milieu sculpte notre cerveau. Alors, bien sûr, il y a un déterminant génétique. Lorsque le spermatozoïde de Monsieur Laios est rentré dans l'ovule de Madame Jocaste, ça pouvait donner qu'un cerveau d'être humain. Ça pouvait pas donner un cerveau d'hippopotame ou d'hirondelle de mer. Mais le déterminisme génétique s'arrête aussitôt. Dès que c'est un cerveau humain qui est promis, le milieu commence à façonner, sculpter, tutoriser le développement du cerveau. Et ce cerveau nouveau nous entraîne à poser la question du bonheur de manière radicalement différente. C'est-à-dire que si dans le ventre de sa mère, si le bébé peut se développer normalement, ce qui est le cas par bonheur dans l'immense majorité des cas, ce bébé va acquérir des facteurs de protection qui fait que tous les événements de la vie vont déclencher en lui une émotion agréable. Même le stress va être agréable parce qu'il a été sculpté par une vie intra-utérine tout euphorisante, renforçante. Alors que si la mère est en difficulté, et les difficultés de la mère, c'est pas la mère, c'est le malheur de la mère. Vous voyez la différence, hein, je souligne. C'est pas la mère qui est en cause, c'est le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être sa propre histoire, ça peut être l'isolation, qui est un facteur de malheur beaucoup plus important que ce qu'on croyait, la violence conjugale et la précarité sociale. Tout ce qui peut, et puis d'autres causes aussi, il y a des causes accidentelles, qui peuvent provoquer le malheur de la mère. Si la mère est malheureuse, elle sécrète les substances du stress. Alors il y en a beaucoup, mais les substances les plus connues, les vedettes, c'est le cortisol, et les catécholamines, l'adrénaline, etc., toutes les substances qui sont rentrées dans notre culture. Or, au-dessus d'un certain seuil, ces substances passent dans le liquide amniotique et le bébé déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour. Ce qui fait que si la mère est rendue malheureuse par son mari, par la culture, par son histoire, par la solitude, si la mère est rendue malheureuse, le bébé déglutit des substances toxiques pour son cerveau. Et il acquiert des facteurs de vulnérabilité. Ce qui fait que pour lui, les mêmes événements vont devenir facteurs, il va mal les ressentir, ça sera plus le stress d'un bébé qui a peur et qui éclate de rire parce que quelque chose le surprend, ça sera plus le stress d'un bébé qui joue, qui s'amuse, ça sera plus le stress d'un enfant qui a peur d'entrer à l'école maternelle et qui rentre et qui rencontre des copains. C'est-à-dire qu'un bébé qui a acquis des facteurs de protection va éprouver la vie, l'existence et les stress inévitables de l'existence comme des plaisirs de vivre, alors que le bébé dont la mère a été rendue vulnérable par le mari, la culture, etc., va acquérir des facteurs de vulnérabilité qui fait que les mêmes événements, les mêmes inévitables événements de la vie vont pour lui donner une impression de malheur. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des conditions qui vont créer le bonheur, d'autres conditions qui vont créer le malheur. Donc je suis en pleine définition de l'oxymore, c'est-à-dire deux idées contradictoires qui s'associent. Alors l'exemple de l'oxymore, c'est les deux parois d'un toit qui tiennent parce qu'elles s'opposent. C'est les faisceaux de fusils. On apprenait aux soldats à mettre les fusils en faisceaux parce que en s'opposant,
il tenait. Alors l'exemple de l'oxymore, c'est Victor Hugo, c'est la sombre clarté, c'est cyrillique, c'est un merveilleux malheur. Voilà, ça c'est les définitions de l'oxymore. Et ça correspond bien à l'idée que j'ai envie de vous proposer, c'est-à-dire que la sculpture précoce par le milieu du ventre maternel, qui elle-même est dans un milieu familial, qui lui-même est dans un milieu socio-culturel, provoque une aptitude à éprouver les événements avec plaisir ou une aptitude à éprouver les événements comme une agression, avec déplaisir. Or, on sait que maintenant, ce que je viens de vous proposer, je n'ai pas regardé l'heure, je ne sais pas, bon ben, combien vous dites 5 heures, bon ça va. Alors, excusez-moi, j'ai oublié, voilà, parce que sinon Denis Lafay va me gronder. Alors, ce que je viens de vous proposer, maintenant, se photographie. En neuroimagerie, on voit le cerveau fonctionner. On le voit pas penser, mais on le voit fonctionner. Et c'est déjà des choses tout à fait passionnantes. C'est que un enfant, quand on est enfant, le bouillonnement des neurones est tel que le cerveau se construit à toute allure. Mais bonne nouvelle, si le malheur maternel ou un accident de l'existence oriente l'enfant vers l'aptitude, l'acquisition de facteurs de vulnérabilité, la plasticité cérébrale est telle que s'il suffit de réorganiser, sécuriser la mère et sécuriser l'enfant pour que, en 24-48 heures, le cerveau recommence une construction euphorisante. Donc, si on laisse faire, l'enfant acquiert une aptitude au malheur, mais qui nous demande de laisser faire? On sait ce qu'il faut faire maintenant. Il faut agir sur le milieu qui sécurise la mère, qui elle-même va offrir à l'enfant un milieu qui va sécuriser l'enfant. Sauf que, lutter contre la précarité sociale, ça serait bien. Lutter contre les inégalités, ça serait bien. Voilà, on sait ce qu'il faut faire, mais c'est pas toujours facile à faire. Mais lorsque le cerveau de l'enfant est sculpté par le milieu, tutorisé, comme je viens de vous le proposer, par le milieu, on photographie que les voies de la douleur sont les mêmes chez tous les mammifères. Les voies de la douleur sont les mêmes. Mais lorsque un mammifère a été bien sécurisé, une information douloureuse arrive. Alors, à la base du cerveau, il y a une petite grappe de raisin et il y a un grain de raisin, la partie postérieure et inférieure, qui recueille les informations de la douleur et qui les oriente vers le cortex. Si l'enfant a été bien sécurisé, l'orientation, le frayage, les circuits neuronaux l'orientent vers ce qu'on appelle le noyau accumbens, qui est un petit noyau de neurones. Quand on le stimule, ou avec une électrode, ça donne, ou par une tumeur, il y a des tumeurs qui stimulent ce noyau accumbens, et les gens ont une sensation de bonheur ineffable, un bonheur sans objet. Ils n'ont aucune raison d'être heureux et ils se sentent follement heureux. Alors que si le tutorage, le développement de l'enfant s'est fait dans des conditions où le milieu lui a appris permis d'acquérir des facteurs de vulnérabilité, le circuitage cérébral se fait, ça arrive vers ce grain de raisin qui est à la face inférieure et postérieure, et ça oriente les informations vers l'amygdale rhinencéphalique, c'est-à-dire à la face interne, un noyau de neurones qui est le socle neurologique des émotions insupportables, angoisse, mélancolie, terreur, rage. C'est-à-dire que la même information peut être orientée, selon le développement du bébé, vers une aptitude au bonheur. La même information peut être orientée, selon le développement du bébé, vers une aptitude à la souffrance.
Alors, ce que je viens de dire, c'est totalement opposé aux utopies ou aux utopies sociales ou aux marchands de bonheur. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour être heureux. Ce qu'il faut faire pour être heureux, c'est bien s'occuper des bébés et des femmes enceintes, parce que le reste va s'enchaîner tout tranquillement. Alors ça, voilà, on sait ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est possible de le faire? Il y a sûrement des décisions qui sont possibles. Alors, cette notion-là permet de poser le problème en termes différents. C'est-à-dire que on peut hériter aussi du malheur parental. Ce que je viens de vous proposer, si la mère a été rendue malheureuse par son histoire, par sa famille, par son mari, par la société, on se rend compte que le bébé acquiert une aptitude au malheur, résiliable si on entoure la mère et si on entoure le bébé. Donc c'est pas une fatalité, c'est une tendance acquise, mais c'est pas une fatalité. On peut agir sur le... alors voilà, ça je le souligne, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté, donc un degré de responsabilité. Donc dans le raisonnement que je vous propose, c'est pas du tout le cerveau d'un côté et l'âme de l'autre. Hein, ça c'est Descartes qui nous a fait le coup. Alors s'il y a des cartésiens dans la salle, ils vont passer une mauvaise heure, parce que c'est totalement impensable. On peut plus penser l'inné et l'acquis. C'est un cul-de-sac conceptuel, on peut absolument plus le penser. Mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un héritage du malheur. J'ai bien dit héritage, pas hérédité. C'est l'héritage du malheur, et sur lequel on peut agir. L'hérédité, comme je l'ai proposé tout à l'heure, c'est le premier nœud du lien. C'est tout. Tout de suite après, le milieu commence à tutoriser le développement. Mais ça donne des résultats psychologiques un peu paradoxaux. Par exemple, c'est quand les gens ont acquis une aptitude au malheur, eh bien, il y a quand même des moments où ils se sentent heureux. Par exemple, je pense aux artistes. Citez-moi, les artistes créent des merveilles à partir du malheur. Guernica, une ville est bombardée, c'était la première fois dans l'histoire humaine, enfin une des premières fois où une ville est complètement rasée avec des gens non armés, des habitants non armés, et la ville est complètement rasée par l'aviation, et Picasso fait Guernica, qui est rentré dans la culture. Goya, où les Français napoléoniens fusillent des Espagnols, et on voit, ça donne des tableaux merveilleux. Le radeau de la Méduse, où l'équipage s'enfuit le premier, ce qui fait que les passagers sont contraints de mourir sur des radeaux les uns après les autres. Et on en fait une œuvre d'art merveilleuse qu'on voit au Louvre. Et si vous supprimez le malheur de la condition humaine, vous allez fermer les musées, vous allez arrêter l'industrie du cinéma, vous allez faire taire les romanciers, vous allez faire taire les psychologues, les psychiatres, ils n'auront plus rien à faire. C'est-à-dire que si par malheur vous supprimez le malheur de la condition humaine, vous risquez de supprimer le sens donné à notre vie, qui est la source de notre bonheur. Je suis en plein oxymore avec ce raisonnement. C'est-à-dire que je dis deux choses opposées qui s'associent. Alors, on voit par exemple ce goût du malheur peut aussi provoquer des œuvres d'art, et la métamorphose du malheur en œuvre d'art, et ça peut aussi provoquer des situations oxymoriques. Par exemple, je pense à une patiente qui me disait qu'elle était très mélancolique, peut-être parce que son enfance avait tutorisé cette aptitude, un goût triste du monde. Jean Genet, qui est un écrivain merveilleux, qui est
qui est un bonhomme qui n'a pas ma sympathie, mais qui est un écrivain merveilleux, eh bien, Jean Genet dit « Expliquez-moi pourquoi le monde a pour moi un goût d'amertume ». Parce qu'il avait été abandonné dès sa naissance et laissé seul pendant les premiers mois de sa vie, âge auquel la synaptisation, les circuits se font à toute allure. Mais, je le redis, si un circuit, une aptitude au malheur s'inscrit dès les premiers mois de la vie, on peut facilement le corriger à condition de modifier le milieu. C'est rattrapable. Et on voit des tas d'enfants abandonnés. La sœur de Jean Genet, cette sœur-là, qui avait été elle aussi abandonnée dès la naissance, avait trouvé très tôt un substitut affectif et hop, elle avait repris un bon développement. Alors que Jean Genet, qui avait été laissé seul après son abandon, n'avait pas repris un bon développement. Donc oui, ça s'imprègne dans notre cerveau, mais c'est résiliable. Alors, cette dame me disait, je ne me sens bien que, cette dame mélancolique me disait, je ne me sens bien que au cours des enterrements. Parce que, quand on rit autour de moi, ça souligne à quel point je ne sais pas rire, je ne sais pas être heureuse, et je me sens chassée de la société. Mais dans un enterrement, tout le monde pleure. Je suis enfin normal, je suis comme tout le monde, sauf que moi je pleure pour tous les accidents de la vie et je me sens en sympathie avec tous les gens, je me sens bien au moment des enterrements parce que je suis comme tout le monde. Donc même quand on a été sculpté pour le malheur, il y a quand même des moments de bonheur et si vous me croyez pas, regardez un petit peu les femmes qui font du jogging. Actuellement, il y a une forte majorité de femmes qui font du jogging. J'habite au bord de la mer, il y a une corniche, et je vois les femmes courir. Elles souffrent. Elles ont rouge, elles ont mal, elles sont essoufflées, elles ont mal aux articulations. Et puis ensuite, elles rentrent chez elles, elles prennent une douche, et elles sont heureuses. Et pourquoi elles sont heureuses ? Parce que le fait d'avoir souffert en faisant du jogging a provoqué une augmentation de la sécrétion des opioïdes, des morphines naturelles que sécrète notre corps pour lutter contre la souffrance physique. Et quand elles arrêtent leur jogging, les opioïdes restent dans leur cerveau et continuent à stimuler. Or, qu'est-ce que je me sens bien. J'ai souffert pendant 1 heure, mais alors maintenant, qu'est-ce que je suis bien. Et le lendemain, elle recommence à souffrir. Et donc, on voit que l'oxymore que je vous propose, il est illustré par le jogging. Et alors, donc, et puis nous, en plus, être humain, on appartient à une espèce qui a un lobe préfrontal. Et le lobe préfrontal, tout le reste du cerveau perçoit et traite des informations extraites du milieu, mais sauf le lobe préfrontal qui ne perçoit rien du milieu. Ce sont des neurones qui traitent des informations à venir, ils s'agencent, ils anticipent, et on sait qu'ils anticipent parce que quand il y a une lobotomie, les gens ne peuvent plus anticiper, et il y a des lobotomies. Avant la réduction des voitures, de la vitesse des voitures, il y avait presque 3000 lobotomies par an en France. Les gens tapaient contre le pare-brise, ils avaient 2 hématomes, comme quand on a un bleu, le sang se résorbait, et à la place, il y avait un trou. C'est-à-dire qu'il y avait une bouillie cérébrale et il y avait un trou, une lobotomie qui avait été faite par l'accident de voiture. Les gens ne pouvant plus anticiper à cause de cette lobotomie n'avaient plus d'angoisse, puisqu'ils ne pouvaient plus anticiper. Elle va me quitter, je vais échouer mon examen, je vais mourir. Les gens ne pouvaient plus anticiper, donc ils n'avaient plus du tout d'angoisse. Le traitement de l'angoisse, c'est la lobotomie. Alors, donc, ce lobe préfrontal envoie des neurones qui se connectent avec les circuits de la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire est une anticipation du passé. Vous avez bien entendu. La mémoire, c'est pas le retour du passé.
on va chercher dans son passé les souvenirs d'images et de mots avec lesquels on va construire un récit qu'on va adresser à quelqu'un. On est toujours dans l'anticipation. Anticipation de l'avenir, ce qui est facile à comprendre, mais aussi anticipation du passé. On ne fabrique pas le même récit. Si je raconte ma vie à quelqu'un que je veux impressionner, je vais lui raconter mes exploits au rugby, mes performances intellectuelles extraordinaires. Si je raconte ma vie à mon inspecteur des impôts, vous pouvez pas savoir le nombre de pépins que j'ai eu, j'arrive pas. Donc, je vais pas mentir. Je vais choisir des éléments, des fragments de vérité différents, et je vais en faire un récit totalement différent et parfois même opposé selon la personne à qui je m'adresse. Je vais pas mentir. Donc j'anticipe toujours, j'anticipe l'avenir ou j'anticipe le passé. Sauf que si quand on était des oiseaux, on avait des lamelles de lobe préfrontal. Donc je pense que les oiseaux sont pas très anxieux. À part ça, j'en sais rien. Hein. Mais bon, ils n'ont pas de quoi anticiper. Les mammifères supérieurs, les chiens, les chats, ont 20% du poids total du cerveau consacré à l'anticipation. Les singes, nos cousins des primates non humains, ont 25 à 30% du poids total du cerveau consacré à traiter des informations qui ne sont pas dans le contexte. Et nous, êtres humains, on a plus de 30% du poids total de notre cerveau consacré à traiter des informations qui ne sont pas dans le contexte, plus la parole, qui crée un monde qu'on ressent intensément et qui pourtant peut être totalement invisible. Il faut faire la guerre au Kosovo parce que l'armée chrétienne a perdu la guerre contre les musulmans au XVIe siècle, la guerre du Kosovo. Au Proche-Orient actuellement, des gens se font la guerre pour des problèmes posés il y a 2000 ans. C'est-à-dire que les gens s'engagent et désirent tuer et mourir pour des problèmes représentés par des récits d'un malheur ou d'un événement qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années. Donc on voit comment la parole nous fait vivre dans un monde totalement absent, impossible de percevoir et que pourtant on ressent intensément. Alors ça, les oiseaux sont moins doués que nous pour faire ce genre de guerre. Mais nous, on a une très grande aptitude au symbole. Et c'est cette aptitude au symbole qui nous permet de vivre et d'éprouver un monde absent. La définition du symbole est très simple. Hein. Une chose, un mot, est mis là, ici, pour représenter quelque chose qui n'est pas là. Et on est capable de souffrir, de se fâcher, de faire la guerre pour des choses qui ne sont plus là, ou pour des choses qui vont venir, qu'on imagine, qui vont venir. Alors ça, c'est le redoutable maléfice de notre merveilleuse aptitude à symboliser. Parce que quand on symbolise, on parle, on fait des œuvres d'art magnifiques, et on fait la guerre aussi au nom de symboles, c'est-à-dire pour des problèmes purement représentés. Alors, le fait d'être capable de vivre dans un monde absent et de l'éprouver, j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu Sœur Emmanuelle. Cette petite bonne femme était extraordinaire. Et j'étais avec elle près de Saint-Raphaël quelques jours avant sa mort. Elle avait plus de 100 ans, la tête marchait bien, les jambes marchaient pas bien, et elle me disait avec un air d'extase, « Je vais bientôt mourir, je vais bien enfin savoir ». Et l'idée de se représenter un mystère qui avait organisé toute sa vie, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que j'ai une âme? D'où vient-elle? Cette aptitude à vivre dans un monde profondément humain, celui de la transcendance religieuse, ou transcendance artistique, ou transcendance philosophique, eh bien, cette aptitude que beaucoup de gens parmi nous ont, la rendait heureuse. Même l'idée de la mort la rendait, la mort imminente, elle avait plus de 100 ans, ça la rendait heureuse. Je vais enfin savoir. Elle était impatiente
curieuse de savoir. Alors ça, pour moi, ça a été une émotion intense. Mais on a aussi cette anticipation, explique aussi beaucoup de suicides. J'ai eu à accompagner un conducteur de train. Il y a beaucoup de gens se suicident en se jetant devant un train, et le TGV est très attirant pour les gens qui veulent se suicider. Et le conducteur, c'était un type très solide, un type très gentil, très simple, qui faisait bien son boulot, un type intéressant. Et puis un jour, il voit une jeune femme sur la voie avec les phares qui l'éclairaient. Et ce qui a traumatisé cet homme, c'est elle a couru vers le train. Donc lui, il a freiné, mais il n'a pas pu. Il a cogné, il l'a tué. Et c'est comme ça qu'il me parlait. Je l'ai tué. Et il disait, elle a couru vers le train pour mourir en souriant. Et ce qui avait traumatisé cet homme, c'est qu'elle souriait. Parce que pour elle, dans la représentation de l'acte qu'elle était en train de faire, je vais enfin être libéré de la vie. Quel bonheur! Mais lui, ça l'a traumatisé. Lui disait, j'ai tué une jeune femme qui s'est jetée devant mon train. Donc lui, il voyait l'image comme dans un syndrome psychotraumatique. Il pouvait plus dormir, il pouvait plus travailler, il pouvait plus penser à autre chose. Il était prisonnier du passé. Il ne pouvait plus anticiper. Il était prisonnier du passé parce que l'image était figée dans sa mémoire et il voyait cette jeune femme désireuse de mourir en souriant. Donc c'est comme Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle était heureuse de découvrir quelque chose alors que cette femme était heureuse de se libérer de la souffrance de vivre. Donc je suis vraiment dans l'oxymore incessant. Et le bonheur est donc, l'idée que je vous propose, c'est que le bonheur est associé au malheur. Les deux fonctionnent ensemble et que très souvent, le bonheur, c'est le bonheur d'avoir vaincu un malheur. Regardez la littérature, qu'est-ce qu'elle raconte? Comment il s'en est sorti? En période de guerre, de quoi parle la littérature? Comment on a été victorieux? Comment certains parmi nous ont été héroïques, même quand ils ont perdu la guerre. Je pense au général Custer de la bataille de Little Big Horn, ou le Custer, où l'armée américaine avait été minable, puisque avec des mitrailleuses, avec des armes lourdes, ils avaient été complètement écrasés et détruits par des Indiens avec des arcs et des flèches. Et parce que le général Custer avait donné des ordres tellement incohérents que les soldats américains n'avaient même pas pu combattre, même pas pu armer les mitrailleuses, tellement les ordres étaient incohérents. Donc ils avaient tous été tués par les Indiens qui tournaient autour d'eux en leur envoyant des flèches. Qu'est-ce que ça a donné, ça, dans la littérature? Une merveille. C'est-à-dire au moins 400 films sur cette bataille où on voit John Wayne, vous l'avez sûrement vu, on voit John Wayne en train de combattre jusqu'au dernier, son revolver est vide, les Indiens tournent autour de lui, il sort son épée pour mourir au combat, l'épée est cassée et il continue. Ah, quelle beauté! On est comme ça, nous, les Américains. C'est-à-dire le récit glorifiait un général minable. C'est-à-dire que ce général était probablement responsable du massacre de ces hommes, mais s'ils avaient vaincu, ils auraient massacré les Indiens. Mais bon, l'histoire de la guerre est ainsi faite, c'est qui sera le plus malheureux que l'autre. De toute façon, la guerre, c'est toujours une défaite, même pour les vainqueurs. Tout le monde perd, même les vainqueurs. On perd plus ou moins, mais tout le monde perd. Regardez ce qui se passe au Proche-Orient, tout le monde perd. Les Syriens, les Palestiniens, les Israéliens, tout le monde est vaincu, plus ou moins. Mais tout le monde perd. Nous, on a connu ça aussi. On a connu ça pendant l'Europe n'a pas de leçons à donner avec le XXe siècle et ses 3 génocides. On n'a pas de leçons à donner. On a fait la même chose. On a connu ça. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Des films merveilleux, émouvants, on pleure, des romans, des essais philosophiques passionnants.
On a métamorphosé le malheur de la réalité en représentations qui font notre bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est émouvant, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intéressant. Alors, donc, les deux sont totalement associés. De plus, le fait... Je suis désolé, j'ai regardé l'heure tout à l'heure, mais j'ai oublié quelle heure j'ai... Denis, dis-moi quelle heure... Insulte-moi quand je dois me taire. Il est parti boire un café. Alors, nos enfants font la même chose. Nos enfants font la même chose, c'est-à-dire que quand ils ont peur, je travaille beaucoup au Proche-Orient, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud. À quoi jouent les enfants? Ils jouent à la guerre. Quels sont leurs dessins? Ce sont des dessins de guerre. J'ai été au Kosovo à l'époque de Kouchner. Tous les enfants dessinaient des batailles, un corps de petite fille coupé en deux, avec du rouge tout autour, des maisons en flammes. Et pourquoi est-ce que les enfants font ça? Parce que ça leur permet, ayant été bousculés par l'horreur de la guerre, ça leur permet mentalement de reprendre possession de leur monde intime en transformant, en métamorphosant l'horreur de la guerre en jolis dessins que je vais donner à maman, et maman va pousser des cris d'admiration et va m'embrasser, et il va y avoir un activateur d'attachement parce que j'aurai réussi à transformer l'horreur en merveille que je vais partager avec maman, ma base de sécurité, celle qui me donne confiance, qui me sécurise et me donne confiance. Vous voyez le cheminement, on est parti du malheur réel, mais les enfants qui ne font pas de dessin de guerre, comme les Américains avec le général Custer, comme nous avec la guerre de 40, les guerres sont des machines à écrire. Le feu, Henri Barbus, une merveille. Qu'est-ce que ça raconte? L'horreur des tranchées de la guerre de 14-18. Hermann Hesse, un Allemand, Orage d'acier, une merveille. Qu'est-ce que ça raconte? L'horreur des bombardements, Orage d'acier. Métamorphose de l'horreur du réel en merveille de littérature ou de cinéma. Donc on passe son temps à transformer ça et transformer le malheur. Et même dans la vie, on fait ça, la même chose. Par exemple, Pierre Janet, qui était le rival de Freud à Paris, et Pierre Janet a été un des premiers à écrire un très beau livre, très facile à lire, De l'angoisse à l'extase. Beaucoup dans cette salle, beaucoup de gens ont eu des angoisses pour des raisons que j'ignore, de différentes causes, et de toute façon parce que l'angoisse fait partie de la condition humaine, puisqu'on a un lobe préfrontal. Donc on peut anticiper. On va anticiper la tragédie, on va anticiper l'abandon, on va anticiper la mort. Donc l'angoisse est une caractéristique de la condition humaine et la dépression est aussi une caractéristique de la condition humaine. Combien de temps vous me donnez encore? Combien? 5 minutes. Bon, c'est 4 de trop, voilà. Alors, mais on peut transformer l'horreur en extase. Et j'ai un de mes amis, je dis son nom parce que il en a fait un livre, et Casterstein. Son père est communiste, un juif communiste. Et puis, le père de son père est un rabbin. Donc les deux hommes se disputent violemment et ne se parlent plus. C'est une rupture familiale, ils ne se parlent plus. Et puis, le fils communiste retrouve son père à Auschwitz, au moment où son père, tout nu, rentre dans la chambre à gaz, avec les chiens et les hommes en armes sur le côté. Il est saisi d'horreur, son père, rabbin, voit son fils communiste, anti-croyant, l'opium du peuple, anti-croyant, et le père lui dit « Reviens à Dieu ».
et il entre dans la chambre à gaz. Et le fils est sidéré. Et il passe d'une angoisse insoutenable, et tout d'un coup, il éprouve une extase mystique, et il revient à Dieu. Et il dit, et depuis, Dieu ne m'a plus jamais quitté. On peut donc effectivement, Thérèse, alors elle passait de l'angoisse métaphysique à des extases carrément physiques. Hein. D'après ce qu'elle raconte, c'était des extases clairement sexuelles. Hein. Bon, c'est son affaire, hein, on voit pas. Mais donc, on voit que on peut passer de l'un à l'autre. Je vais terminer là-dessus. C'est que le bénéfice adaptatif de cette souffrance, l'angoisse et la dépression, c'est la contrainte à fabriquer de la culture. Monsieur et Madame Sapiens, il y a 200 000 ans, vivaient dans la forêt à une époque où il y avait encore des tigres à dents de sabre. Et dans ces tigres à dents de sabre, avec des immenses canines, Monsieur et Madame Sapiens voient bouger le feuillage. S'ils étaient anxieux, ils disent « Oh, quand le feuillage bouge comme ça, c'est que derrière, il y a un tigre à dents de sabre. » Aussitôt, ils se protègent, ils se solidarisent, ils font de l'affection pour se sécuriser, ils inventent des armes pour se protéger, ils trouvent des grottes pour se protéger, ils fabriquent de la famille, ils fabriquent de la culture. Mais en revanche, il y avait aussi Monsieur et Madame Sapiens qui n'avaient pas d'angoisse, qui étaient très confiants en eux, ils voient le feuillage bouger et ils se disent « Oh ben non, il n'y a pas de tigre à dents de sabre » puisqu'ils avaient confiance en eux. Alors, ou bien en effet, il n'y avait pas de tigre à dents de sabre et dans ce cas-là, ils vivaient très bien, ou bien il y avait des tigres à dents de sabre et dans ce cas-là, ils n'ont pas transmis de gènes puisqu'ils ont été bouffés par les tigres à dents de sabre. Donc ça veut dire que de génération en génération, notre bénéfice adaptatif, c'est de transmettre l'angoisse pour mieux affronter l'horreur du réel. Et en transmettant l'angoisse, on transmet le besoin de solidarité, le besoin d'être ensemble, le besoin d'inventer des objets, des médicaments pour soigner, lutter contre la mort, des armes pour lutter contre les ennemis, de faire des sépultures qui sont les premières œuvres d'art. Les sépultures, c'est le théâtre de la mort qui nous rend notre dignité. Monsieur, Madame Sapiens est morte, je ne peux pas laisser son corps pourrir par terre. J'abîmerai la dignité, sa dignité et la mienne. Je fabrique une sépulture, je fais une mise en scène, on pleure, on chante, c'est merveilleux. Pendant un moment, j'étais président d'un centre culturel, Château-Vallon, et une tragédie arrive avec un employé. Une employée, son fils de 30 ans se tue en moto. J'avais jamais vu le fils, je l'ai pas touché. Mais j'ai été touché par le malheur de cette mère qui était immensément malheureuse, et donc je devais aller à l'enterrement de son fils pour être près d'elle, pour me solidariser un peu. 3 types en chemise noire sont arrivés, 3 Corses, qui ont commencé à chanter des chansons corses. Ouh, méfiez-vous des Corses. Impossible de ne pas pleurer tellement c'était beau. C'était d'une beauté extrême. Ils avaient transformé une immense souffrance. J'avais les larmes aux yeux. Elle a senti que j'étais près d'elle. Elle n'a plus été toute seule à supporter la mort de son fils de 30 ans. Grâce aux chanteurs corses, on avait transformé une extrême horreur en quelque chose d'une très grande beauté. Donc voilà, c'est les quelques idées que je voulais vous proposer. Je pense que, avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Le metteur en scène, on parle avec la salle maintenant ? Si vous avez quelques
Questions. Si vous avez quelques questions, on va en prendre une ou deux. Je vous prie de lever la main et puis les ouvreurs vous apporteront les micros. Alors, on prend que les questions géniales, hein. Ah, il y a une question géniale, là. Merci beaucoup. Merci de vous lever pour qu'on puisse vous voir de la scène. Merci beaucoup. Vous avez donc expliqué que pour le bébé, pour l'enfant, hein, on peut retutoriser et ramener une modification dans une perception. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut envisager tout au long de la vie? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur le milieu pour que l'adulte évolue? Merci pour votre question, parce qu'effectivement, j'aurais dû préciser. Quand on est bébé, pendant les petites années, notre cerveau, nos neurones bouillonnent. Un cerveau de bébé, c'est un cerveau totipotent. Il peut tout apprendre. Mais plus on vieillit, moins il est totipotent, moins notre cerveau est potent. C'est-à-dire que on peut plus apprendre avec l'âge, on ne peut plus apprendre de choses nouvelles, mais on peut améliorer les choses qu'on avait déjà apprises. C'est-à-dire on continue à se perfectionner dans le domaine où on était déjà bon. Mais par exemple, pour les langues, cette idée est très facile à illustrer avec l'apprentissage des langues. Quand un bébé arrive au monde, il entend 3000 phonèmes. Il sait les reconnaître. Il tourne la tête et les yeux. Il entend 3000 phonèmes. Dès qu'il parle, c'est-à-dire à partir de 18-20 mois, dès qu'il commence à parler, il n'entend plus que les phonèmes de sa langue. C'est-à-dire qu'il a réduit son aptitude à apprendre les langues. Et quand j'étais au Japon, j'étais invité à travailler au Japon, et j'avais un interprète qui parlait très bien le français, mais qui n'arrivait pas à faire la différence entre le R et le L, parce que dans la langue idéographique, ça n'existe pas. Alors un jour, je lui dis, bon, on se donne rendez-vous au coin de la rue. Alors il me dit, mais qu'est-ce que c'est la lue? Alors je dis, mais non, on se donne rendez-vous au coin de la rue. Oui, mais je sais pas ce que c'est que la lue. C'est pas la lue, c'est la rue. Mais oui, mais dis-moi ce que... Alors là, impossible, on n'arrivait pas à s'entendre parce qu'il entendait pas le R et le L. En revanche, tout bébé, entre le 20e et le 30e mois, pour faire un schéma, mais ça varie de 4 ou 5 mois selon les enfants, tout bébé peut apprendre toute langue maternelle en 10 mois, sans professeur, sans école, sans livre. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. On pourra réapprendre une autre langue, mais pas en 10 mois. Moi, j'ai appris ma langue maternelle en 10 mois, je pense. Ça fait 65 ans que je suis débutant en anglais. C'est-à-dire que... Et je pense que je serai toute ma vie débutant en anglais. C'est parce que ça veut dire que il y a une aptitude, les bouillonnements des neurones est tel que on a une aptitude à apprendre fulgurante, qui est moins bonne avec l'âge, mais en revanche, avec l'âge, on comprend de mieux en mieux le monde dans lequel on vit. Mais on a de plus en plus de mal à apprendre d'autres mondes mentaux. D'où peut-être l'esprit conservateur des gens âgés et l'esprit révolutionnaire des jeunes, mais je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas d'accord, je me disputerai pas avec vous, parce que ça peut se discuter. Mais quand on est bébé, on peut tout apprendre. Alors que quand on est âgé, ça continue encore à synaptiser, mais beaucoup moins vite. En revanche, le fait qu'il y ait une réduction des apprentissages, le fait qu'il y ait un élagage des neurones est la preuve que notre cerveau fonctionne à l'économie. La preuve, c'est que quand on parle notre langue maternelle, on fait presque plus d'efforts, tellement ça vient automatiquement. Alors que quand on parle une langue étrangère, même si on la maîtrise bien, mais qui n'est pas notre langue maternelle, après quelques heures de discussion, on est physiquement épuisé parce que on ne profite pas de cette réduction du circuit cérébral. Encore une question géniale, s'il vous plaît.
C'est pas du tout une question géniale. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la mission que vous a confiée le président Macron? Alors si, c'est une question géniale, c'est même la question que j'espérais. Alors oui, notre président Macron m'a chargé d'une mission sur les 1000 premiers jours. Alors le titre est très génial, 1000 premiers jours, ça fait penser à Scheherazade, ça fait penser, c'est un peu magique, donc le titre est génial, et ça correspond aussi à une définition neurologique. Ce que je viens de répondre à madame, c'est que les 1000 premiers jours, il vaut mieux ne pas les rater, parce que c'est le moment du circuitage du cerveau. Or, on sait ce qu'il faut faire pour ne pas les rater. Il faut que la mère et le bébé soient en sécurité. Sécurité dans son développement, sécurité avec son mari et sa famille. Donc les pères interviennent beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Les pères interviennent quand la mère est enceinte. Si le père sécurise sa femme enceinte, il participe au développement du bébé qu'elle porte. C'est parce que quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Alors, donc, si le père sécurise la mère, qui est mère depuis quelques heures, ou quelques jours, ou quelques semaines, le bébé va se débrouiller. Il aura ce qu'il faut pour se développer. Si le père, ou la famille, ou la culture insécurise la femme enceinte, le bébé risque d'acquérir des facteurs de vulnérabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ces 1000 premiers jours, si ils sont ratés, on peut résilier, mais il faudra travailler. En revanche, s'ils sont réussis, ça fait une injustice sociale. Parce que 2 bébés sur 3, sécurisés par leur mère, par leur père, par leur famille, par la culture, 2 bébés sur 3 accèdent au langage et à 3 ans, quand ils vont rentrer en maternelle, ils auront acquis tous les facteurs de protection qui leur permet d'éprouver la maternelle avec un stress amusant. Ils vont stresser, mais ils vont surmonter. Ils vont être fiers d'eux. Alors qu'un bébé sur 3 qui n'aura pas pu acquérir ces facteurs de protection et qui, au contraire, aura acquis des facteurs de vulnérabilité, il aura un retard de langage très important. Guylaine Dehaene dit que certains bébés ont 5 fois moins de mots à 30 mois que les bébés sécurisés. Donc le mot, c'est ce qui nous permet de nous exprimer et de nous socialiser. Et surtout, ces bébés vont rentrer à la maternelle en ayant peur. Et eux ne vont pas éprouver le stress comme un plaisir. Ils vont avoir peur de la maternelle, ils vont avoir peur des autres. Ils vont avoir peur de cet adulte étranger dont ils auront peur. Ils vont fournir la population des futurs mauvais élèves. Et actuellement, il y a 2 générations, on faisait du social avec son corps. Les femmes avec leur ventre, les hommes avec leurs bras. Aujourd'hui, on fait du social avec ses diplômes et avec l'art de la parole. Notre culture a progressé. La violence n'est plus une fonction adaptative, mais ces enfants-là, qui ont du mal à accéder au plaisir de parler, au plaisir d'apprendre, auront peu de diplômes socialisants, puisque maintenant, ce qui socialise, c'est le diplôme. Même pour des métiers simples, on demande un diplôme. La technologie est telle que maintenant, il faut avoir un diplôme pour faire même un métier simple. Donc, ils auront du mal. On a 15% d'illettrés en France. C'est des hommes, plus que des femmes d'ailleurs, malheureux toute leur vie, qui vont coûter très cher, qui vont être malheureux et qui vont coûter très cher à la société. Donc, en termes cyniques, c'est une bonne affaire de foutre la paix aux femmes enceintes et de s'occuper des bébés.